Il y a des images de vidéosurveillance qui, quand on les regarde sans connaître la suite, ne racontent presque rien. Parce qu'on y voit seulement deux jeunes femmes en train de vivre leur vie, qui sortent, qui rient, qui passent une soirée comme des milliers d'autres, dans des lieux ordinaires, entourés d'amis, de musique. Et pourtant, aujourd'hui, ces images ont quelque chose de glaçant parce qu'elles ne montrent pas seulement un moment de vie, elles montrent les dernières heures de leur histoire. Dans la première affaire, une jeune femme blonde de 25 ans apparaît encore vivante au cœur d'un week-end de fête, sans savoir que très bientôt son nom va devenir celui d'une disparition qui hante encore l'Irlande du Nord. Dans la deuxième, une autre jeune femme de 18 ans seulement, pleine d'ambition, de rêves de mode, de scène et d'avenir, quitte une soirée à Croydon. Elle rentre chez elle, à quelques mètres seulement de sa porte, alors que le danger est tout proche. Deux histoires différentes, deux lieux distincts, deux jeunes femmes qui ne se connaissent pas et deux épilogues opposés. Une affaire non résolue d'un côté et une qui a rendu son verdict. Lisa Dorian, la jeune femme disparue dans le silence de Ballyalbert. La première histoire nous emmène en Irlande du Nord. Lisa Dorian est née le 12 juin 1979 à Bangor, dans le comté de Down, une région côtière d'Irlande du Nord donc. Ses parents s'appellent John et Patricia que beaucoup appellent Pat. Et Lisa grandit dans une famille soudée avec ses trois sœurs, Joanne, Michelle et Ciara. Une famille très proche. Une famille qui parle beaucoup, qui se voit beaucoup, qui connaît les petites habitudes de chacune. Et dans cette fratrie, Lisa, c'est un peu le modèle de ses sœurs. Elle est décrite comme étant une jeune femme blonde, mince, aux yeux bleus, de petite taille, environ 1m52, mais avec une vraie présence, une fille que l'on remarque parce qu'elle est jolie, parce qu'elle est vive, parce qu'elle parle facilement, parce qu'elle aime s'amuser, parce qu'elle aime la musique, les sorties, les amis, les soirées, mais aussi parce qu'elle a cette énergie qui fait que quand elle entre quelque part, eh bien les gens savent qu'elle est là, on la remarque. Sa famille la décrit comme drôle, populaire, affectueuse, parfois un peu impulsive, peut-être, parfois attirée par les mauvaises personnes. À l'époque de sa disparition, Lisa attend une somme d'argent importante, une indemnisation liée à un ancien accident dans un escalator d'un centre commercial de Bangor qui lui aurait laissé des cicatrices aux jambes. Et cette somme, selon sa famille, pourrait changer beaucoup de choses pour elle. Parce que physiquement, elle a été touchée, psychologiquement aussi par cet accident. Et cette somme pourrait lui permettre de respirer, à la fois dans sa vie de femme, mais surtout de respirer dans sa vie financière. Ça lui permettra de voyager, peut-être même de partir en Espagne, ça c'est un objectif qu'elle a, de commencer une nouvelle vie au soleil, loin des mauvaises fréquentations et loin de ce cercle qui commence à inquiéter ses proches. Ce détail concernant ses jambes est important. Il est important parce qu'il explique un élément visuel qui revient souvent dans cette affaire, ce sont les grandes bottes blanches fourrées que Lisa porte régulièrement, pour ne pas dire tout le temps. Ces fameuses moon boots blanches que la police mentionne encore aujourd'hui dans son avis de recherche. En 2005, quelque chose change dans la vie de Lisa. Elle vient de rompre avec son petit ami, sa famille a le sentiment qu'elle s'éloigne, qu'elle fréquente de nouvelles personnes, qu'elle sort davantage, mais qu'elle sort avec un groupe que les Dorian ne connaissent pas vraiment, ou qu'ils n'aiment pas vraiment, parce qu'ils sentent que ce groupe n'a pas sur elle une influence positive. Il y a des sorties, il y a de l'alcool, il y a de la drogue aussi, il y a des fêtes et surtout il y a une disparition. Durant le week-end du 25 au 28 février 2005, pendant ces 3 jours, depuis ce week-end, plus personne n'a entendu parler de Lisa. Personne ne sait ce qui lui est arrivé, même si ses affaires, dont son sac à main, vont être retrouvées dans une caravane, ce qui rend très peu crédible l'idée d'un départ volontaire organisé. D'ailleurs,
la police finit, lorsqu'elle disparaît, par ouvrir une enquête pour meurtre, et rapidement après sa disparition. Il va falloir, écoutez bien, attendre 2025 pour les 20 ans de la disparition de Lisa Dorian, pour découvrir en images ses derniers mouvements, des images diffusées par la police nord-irlandaise. La première image regardée nous emmène au vendredi soir, le vendredi 25 février 2005. Nous sommes dans le secteur de Groomsport, près du Lock on Key, c'est un bar. L'heure, ce serait aux alentours de 23h. Lisa apparaît sur un trottoir. Elle est filmée par une caméra fixe placée en hauteur. Lisa est vue plutôt de dos ou de trois quarts, avec une silhouette claire, probablement une veste ou un haut clair, et surtout ses grosses bottes blanches fourrées, très reconnaissables encore une fois dans cette affaire. À côté d'elle, on distingue aussi une autre personne, mais son visage ou sa silhouette sont floutés, en tout cas sur l'image qui a été diffusée. La deuxième séquence se déroule le lendemain, le samedi 26 février 2005, au Saltwater Brig, près de Kirkcudbright, dans le comté de Down toujours, et sur ces images, on voit Lisa entrer et sortir d'un bar. Elle est accompagnée par d'autres personnes, supposées donc ses amis qu'elle fréquente régulièrement. Ce que vous venez de voir, ce sont donc les dernières images supposées de Lisa, puisqu'après ça, la suite de son week-end provient du rapport d'enquête de ces dernières années. Le dimanche 27 février, Lisa se retrouve dans une maison à Ballyalbert. Et à ce moment-là, elle n'est pas seule dans cette maison parce qu'il y a plusieurs personnes autour d'elle, des connaissances, des amis, probablement les gens que l'on voit sur les différentes images. En tout cas, des gens qu'elle fréquente à ce moment-là, à cette époque. Lisa, ce qu'on sait encore une fois, c'est qu'elle finit par quitter cette maison dans la soirée avec d'autres personnes encore une fois pour rejoindre le Ballyalbert Caravan Park. C'est un site de caravane situé près de la côte, presque désert à cette période de l'année, c'est important de le préciser. Nous sommes en février, fin février, il fait froid, c'est pas la saison des vacanciers, ce n'est pas le décor animé de l'été, c'est plutôt un endroit encore une fois isolé. Ce jour-là, Lisa porterait un haut blanc avec des inscriptions sur le devant, un bas de survêtement clair ou crème et ses grandes bottes blanches fourrées, ces bottes que sa famille connaît si bien, que vous connaissez bien maintenant. Dans ce caravan park, il y a une fête ou plutôt une sorte d'after, probablement avec de l'alcool et possiblement aussi des drogues. Ce dont on est sûr, en tout cas selon la police, c'est que Lisa est vue vivante dans ce secteur dans la nuit du dimanche 27 au lundi 28 février et qu'elle est probablement assassinée, c'est ce que dit la police encore une fois, cette nuit-là ou au petit matin. Que sait-on exactement de cette nuit-là sur le site en question ? Un jeune homme est interrogé dans cette affaire, un jeune homme qui était présent dans la caravane, qui s'appelle Mark Lovett. Il est âgé de 17 ans à cette époque et il est employé comme chargé de l'entretien sur le terrain. Donc il connaît bien le terrain, ça fait plusieurs mois qu'il travaille là-bas. Il affirme, ce jeune homme, puisqu'il était présent, qu'aux alentours de 4h45 ou 5h du matin, lui et Lisa auraient entendu des bruits et aperçu des lumières à l'extérieur de la caravane. Ils seraient sortis et ils auraient fui et qu'ils se seraient perdus de vue dans l'obscurité. Après ça, ils ne retrouvent plus Lisa, c'est ce qu'il raconte. Cette version est importante parce qu'elle fait partie de l'histoire publique de l'affaire. Mais elle est aussi problématique. Elle est problématique parce que l'enquête, au fil des années, semble évoluer vers une toute autre lecture, une lecture selon laquelle Lisa aurait probablement été tuée à l'intérieur même de la caravane, possiblement un petit peu plus tôt dans la nuit, avant que son corps ne soit déplacé. C'est ce que dit l'enquête, c'est ce qu'ils arrivent à mettre en avant. Donc cette fuite à l'extérieur de la caravane n'a pas vraiment de sens. Ce Mark Lovett, donc, est bizarre. Les documents d'enquête vont un peu plus loin. La piste la plus forte aujourd'hui semble être celle d'un meurtre, donc dans la caravane, on vient de le dire, avec un passage à l'acte qui n'aurait pas forcément été prémédité. En fait, les policiers pensent à une situation qui aurait dégénéré, peut-être une tentative d'agression sexuelle, une dispute, une panique, une violence soudaine avant la dissimulation du corps. Pour les policiers, il y a des gens qui savent forcément des choses.
Ce Marc Lovett en fait partie, mais les policiers pensent qu'il y a d'autres personnes qui sont mêlées. Une autre possibilité est évoquée. Le corps de Lisa aurait pu être jeté en mer ou déplacé par bateau, ce qui expliquerait pourquoi les recherches terrestres n'ont rien donné, et pourquoi les fouilles autour de Bally Albert ont échoué, et aussi pourquoi aucune trace n'est remontée malgré les années. Cette hypothèse colle évidemment au décor parce que Bally Albert, c'est une zone côtière, parce que la mer est toute proche, parce qu'un corps jeté au large ou déplacé depuis un bateau peut disparaître très longtemps, voire pour toujours, selon les courants, la profondeur, les conditions météo et le temps écoulé. L'autre grande hypothèse, c'est celle d'un corps enterré ou caché dans une zone proche. Au fil des années, la police fouille plusieurs zones, notamment autour du Caravan Park, autour d'anciens terrains, de secteurs boisés, de zones humides. Et en 2019, on s'intéresse à l'ancien aérodrome militaire de RAF Bally Albert, un site construit pendant la Seconde Guerre mondiale et situé à proximité immédiate, derrière le Bally Albert Caravan Park, c'est-à-dire tout près de l'endroit où Lisa est vue vivante pour la dernière fois. Le corps a pu être dissimulé dans cette zone. Les enquêteurs réétudient aussi des cartes anciennes de l'aérodrome datant de 1945 pour comprendre la structure du site et repérer d'éventuels endroits oubliés ou difficiles d'accès. Mais tout n'a pas été fouillé dans cette zone parce que c'est une zone assez grande et surtout, c'est très important de le préciser, ils n'ont pas eu toutes les autorisations. Encore aujourd'hui, il y a certaines zones qui n'ont pas été fouillées. Des pistes au fur et à mesure des années qui n'aboutissent pas, et en parallèle, il y a des rumeurs, comme beaucoup d'affaires de disparition finalement, des théories qui sont envisagées, qui sont partagées, et qui sont partagées y compris par les médias. Plusieurs articles, notamment dans la presse britannique et irlandaise, évoquent dès 2005 la possibilité que certaines personnes autour de Lisa aient eu des liens avec des groupes loyalistes ou avec des réseaux de drogue liés à ces milieux. Et dans l'Irlande du Nord de l'époque, même après les cessez-le-feu, ce type de connexion peut peser très lourd parce que les groupes paramilitaires ne sont pas seulement des organisations politiques ou historiques, ils contrôlent parfois des quartiers, des trafics. Ils font régner la peur, ils contrôlent des loyautés et ils peuvent imposer un silence beaucoup plus efficacement qu'une simple bande d'amis. Pour que vous compreniez bien en une phrase ce qu'est le loyalisme à l'époque, même si ça continue en silence un peu d'exister aujourd'hui en Irlande du Nord, c'est une idéologie qui soutient l'union politique d'Irlande du Nord avec le Royaume-Uni et est tenue principalement par des militants protestants. La presse d'ailleurs évoque des noms de factions, des sigles comme UVF, RHC, LVF ou UDA, des groupes qui appartiennent à l'histoire violente de l'Irlande du Nord loyaliste. Et dans l'Irlande du Nord de 2005, certains groupes loyalistes ne sont plus officiellement dans la guerre ouverte comme pendant la période des troubles, mais ils gardent encore une influence locale très forte dans certains quartiers, avec des intimidations, des contrôles de certains trafics, des violences, des dettes, des règlements de compte, la pression sur les témoins et surtout capacité à faire comprendre aux gens qu'il vaut mieux ne pas parler. C'est dans ce contexte que Lisa Dorian disparaît définitivement. Ce que pensent les enquêteurs, c'est qu'elle a été mêlée à quelque chose et qu'on a fait disparaître son corps et que tout ça est protégé et que celui qui parle, se risque à être puni définitivement lui aussi. Pendant que l'enquête piétine, la famille de Lisa, elle continue de vivre dans une attente impossible. Sa mère Pat, son père John, ses sœurs Joanne, Michelle et Ciara, chacun à leur manière, essaie de garder Lisa dans le monde des vivants parce que tant que son corps n'est pas retrouvé, tant qu'il n'y a pas de sépulture, tant qu'il n'y a pas de vérité complète, il y a une partie d'eux qui reste coincée en février 2005. C'est Joanne, l'une de ses sœurs, qui devient l'un des visages de ce combat. Elle parle aux médias, elle relance les appels, elle explique ce que signifie de vivre sans savoir. C'est la porte-parole de la famille. Une famille qui va perdre Pat, la mère de Lisa, en 2015, sans avoir jamais pu retrouver sa fille, sans avoir jamais pu l'enterrer, sans n'avoir jamais pu savoir exactement ce qui lui est arrivé. Ce qui est insupportable dans cette affaire, c'est qu'on a presque tout, sauf l'essentiel. On sait qui est Lisa, on sait d'où elle vient, on sait à quoi elle ressemble, on sait ce qu'elle porte,
On sait dans quel lieu elle a passé les derniers jours. On sait qu'elle arrive à Bali Albert. On sait qu'elle se retrouve dans le Caravan Park, presque désert encore une fois. On sait que la police pense qu'elle est assassinée cette nuit-là ou au petit matin. On sait que son corps a été déplacé ou dissimulé, ça c'est une certitude. Et on sait que des gens détiennent probablement des informations. Mais on ne sait pas où elle est, on ne sait pas précisément comment elle est morte, on ne sait pas qui, parmi ceux qui étaient là, ment depuis le début. On ne sait pas si son corps est enterré quelque part, à quelques kilomètres seulement du lieu où tout a basculé. On ne sait pas s'il est au fond de l'eau, s'il a été déplacé plusieurs fois, ou s'il repose dans un endroit que quelqu'un croise peut-être encore aujourd'hui, sans savoir ce qu'il y a dessous. Et surtout, on ne sait pas pourquoi personne n'a trouvé en 20 ans assez de courage, de remords ou d'humanité pour permettre à la famille Dorian d'avoir la vérité. L'affaire Sally Ann Bowman, cauchemar en pleine nuit. Parlons maintenant de notre deuxième affaire, l'histoire de Sally Ann Bowman. Elle est née le 11 septembre 1987 à Carshalton, dans le sud de Londres. Elle est la cadette de 4 filles. Ses parents Linda et Paul Bowman divorcent alors qu'elle est enfant. Et la jeune Sally grandit entourée de ses sœurs Nicole, Michelle et Danielle, dans le quartier de Croydon. Ses proches la décrivent comme une enfant pleine de vie, extravertie, passionnée par le chant, la danse et le théâtre. Adolescente, elle rejoint la prestigieuse Brit School for Performing Arts and Technology à Croydon, l'établissement qui a formé Amy Winehouse ou Adele. Avec sa haute silhouette, près de 1m80 et son visage expressif, Sally rêve de mannequinat. On la compare parfois à Kate Moss. Pour joindre les deux bouts, elle travaille à mi-temps comme coiffeuse tout en posant pour des petites campagnes publicitaires. En janvier 2005, elle a 18 ans. Elle signe avec l'agence Pulse Model Management et devient rapidement le visage des montres Swatch. En avril, elle défile lors de la Swatch Alternative Fashion Week de Londres. Ses ambitions ne s'arrêtent pas là, puisqu'elle espère un jour faire la couverture de Vogue, c'est son rêve. Ses amis la décrivent comme une personne chaleureuse et généreuse, qui aime faire rire et se rêvait d'ailleurs d'être chanteuse à succès. Elle était fan de Céline Dion, et la chanson qu'elle reprenait très souvent, c'est la chanson de Titanic, My Heart Will Go On. Côté sentimental, côté cœur, Sally est en couple avec Lewis Sproston, c'est un plâtrier de 20 ans, il a 2 ans de plus qu'elle. Leur relation est tumultueuse, ponctuée de ruptures et de réconciliations jalouses. Les deux amoureux s'échangent des textos assez régulièrement et des appels qui sont remplis de reproches et de crises de jalousie. Cette dynamique instable va jouer un rôle capital lors de la nuit du drame. Le 24 septembre 2005, c'est un samedi. Sally passe la journée à travailler au salon de coiffure, là où elle est salariée, puis elle rejoint la maison de sa mère pour se préparer puisqu'elle prévoit de sortir. Vers 18h, sa sœur vient la chercher. Elles se rendent au Lloyd's Bar de Croydon. C'est un bar qu'elles connaissent, elles retrouvent des amis pour boire et pour danser. Autour de 22h, Sally se détend, elle danse, elle discute. Les caméras de sécurité du bar captent plusieurs séquences d'ailleurs. On la voit, elle est blonde, rayonnante ce soir-là, dans sa jupe en jean et son corset blanc, en train de parler avec des amis au comptoir notamment. Vers 1h du matin, elle quitte le bar avec ses amis et reste à l'extérieur environ 10 minutes, discutant sur le trottoir et attendant un taxi. Elle est filmée près de l'entrée du bar, en train de fumer. Le taxi la conduit direction la maison d'une copine. Elle va pas y rester très longtemps puisqu'elle rappelle Lewis Sproston, son petit copain, pour qu'il vienne la chercher au bar. Ça veut dire qu'elle reprend un taxi qui va la conduire jusqu'au bar, là où elle doit retrouver Lewis. Quelques heures plus tard, alors que le jour commence à se lever sur Blenheim Crescent, une voisine tire ses rideaux et aperçoit quelque chose d'anormal dehors, une forme. Puis, plus précisément, une paire de jambes, près de l'entrée de la maison de Sally Ann Bowman. Et très vite, cette voisine comprend que c'est le corps d'une jeune femme. Elle sort alors de chez elle, en robe de chambre et en chaussons. Elle s'approche et découvre Sally Ann, allongée au sol,
La scène est extrêmement violente. Sally Ann est retrouvée dans l'allée de sa maison, dans une mare de sang, près d'une benne à ordures. Ses vêtements sont partiellement remontés autour de sa taille. Plusieurs de ses effets personnels ont disparu, notamment son sac à main Prada blanc, sa veste blanche, ses sous-vêtements et son téléphone portable, ce qui donne très vite aux enquêteurs le sentiment qu'ils ne sont pas face à une simple agression qui aurait mal tourné, mais à une attaque sexuelle d'une brutalité extrême, suivie d'une tentative de dissimulation ou au moins d'un geste destiné à brouiller la scène. Sally a été poignardée à 7 reprises dans le cou et l'estomac. Elle a été violée alors qu'elle était en train d'agoniser. Certaines blessures sont d'une telle violence que la lame a traversé son corps et les enquêteurs estiment qu'elle s'est effondrée très rapidement à cause de la perte massive de sang. Des morsures sont également relevées sur son corps, notamment au visage, au cou et à la poitrine. Un ADN masculin est retrouvé. Les enquêteurs découvrent aussi que des gravats ou de la poussière de ciment ont été placés sur son corps et même dans sa bouche, comme si l'agresseur avait tenté de masquer ses traces ou d'abîmer des indices. Lorsque la police découvre la scène de crime, ils veulent savoir évidemment qui est la dernière personne à l'avoir vue vivante. C'est comme ça qu'on a la suite de la nuit. Lewis, qui faisait la fête à Kingston avec des amis, a accepté finalement de faire le trajet pour la raccompagner. Il la récupère à 2h20 devant le Lloyd's Bar, puisque je vous rappelle qu'elle est revenue avec un taxi de chez sa copine pour revenir au bar pour que Lewis puisse venir la chercher. Dans la voiture, la tension est montée rapidement entre les deux. Selon Lewis, ils se reprochent mutuellement des infidélités. La dispute se transforme en crise de jalousie. Selon son témoignage, encore une fois, la dispute aurait duré près de 2 heures. C'est long. Ils ont roulé pendant ce temps-là jusqu'à Blenheim Crescent, là où se trouve la maison de Sally, et sont restés garés devant la maison, moteur allumé. Ils se sont réconciliés un court moment, c'est ce qu'il explique, puis ils ont repris leur dispute. Lewis se souvient l'avoir embrassée, puis se souvient d'avoir tenté de la convaincre de rentrer. Elle a refusé, elle a attrapé son t-shirt, elle a arraché sa chaîne, c'est ce qu'il raconte. Finalement, il s'est remis au volant, il a verrouillé les portes et il est parti, la laissant seule devant chez elle. Dans son rétroviseur, il la voit marcher vers le jardin et disparaître dans l'allée. Donc pour lui, elle est rentrée chez elle, saine et sauve. Lewis explique qu'il a quitté les lieux entre 4h10 et 4h30 du matin. Les voisins, eux, auraient entendu des cris stridents peu après 4h15. Mais personne n'a ouvert sa porte, personne n'est allé voir. Lewis Sproston est immédiatement considéré comme le principal suspect. C'est la dernière personne connue à avoir vu Sally en vie et en plus de ça, il se disputait régulièrement. Les enquêteurs examinent ses appels, ses messages qui montrent qu'il avait menacé de cracher au visage de Sally. C'est un élément supplémentaire. Il avait menacé de lui cracher au visage s'il découvrait qu'elle voyait un autre homme. La police enquête également sur 2 amis et sur le frère de Lewis, mais ils vont être tous relâchés. Tous relâchés 4 jours plus tard, lorsque les tests ADN qui ont été pratiqués sur eux ont révélé que le sperme qui a été retrouvé sur la scène de crime, puisque c'est bien une trace de sperme qu'on a retrouvée, n'appartient pas à Lewis, ni à ses amis, ni à son frère. Alors la police lance un appel à témoins. Et là, ils reçoivent des informations sur un homme qui aurait été aperçu en train de regarder dans la voiture de Lewis pendant la dispute. Cet homme est décrit comme un homme blanc de 1m75 à 1m80, aux cheveux courts et hérissés, âgé de 20 à 30 ans. On relie aussi le meurtre de Sally à une agression au fer à repasser qui a été commise 1 heure avant sur une femme de 36 ans et la police suspecte un lien. La piste d'un tueur rôdant dans le quartier émerge et les habitants de Croydon sont invités à participer à un dépistage ADN volontaire. Environ 771 hommes sur les 340 000 habitants de la ville se soumettent au test. Vous avez compris, c'est les hommes du quartier. Mais aucun résultat ne correspond à l'ADN de l'assassin.
L'affaire commence à refroidir, les parents de Sally se démènent pour maintenir l'attention des médias et réclament la création d'un registre national de l'ADN afin d'accélérer les identifications. Le 15 juin 2006, près de 9 mois après le meurtre, il y a une bagarre qui éclate dans un pub de Crawley, dans le West Sussex. Un homme de 35 ans qui est nommé Mark Dixie est arrêté pour une infraction mineure liée à cette altercation. Et comme depuis 2004, il y a une loi qui autorise la police britannique à prélever l'ADN de toute personne arrêtée pour un délit, même si c'est un petit délit, eh bien, les agents prélèvent un écouvillon buccal sur Mark Dixie et enregistrent cet écouvillon, ce qu'il récupère. 12 jours plus tard, le laboratoire de police scientifique appelle. L'ADN de Mark Dixie, de l'homme qu'ils ont arrêté pour la bagarre, correspond parfaitement à celui qui a été retrouvé sur le corps de Sally. La police tient son suspect. L'équipe d'enquête se rend à son lieu de travail et l'arrête pendant sa pause cigarette. Lors de la perquisition chez lui, la police découvre des images de Sally dans ses affaires, ainsi qu'un enregistrement le montrant en train de se masturber devant ses photos. Les investigations dévoilent bientôt un passé sordide chez ce Mark Philip Dixie qui est né le 24 septembre 1970 à Streatham. Il a un long casier judiciaire qui inclut des braquages, des cambriolages, des agressions sexuelles. Dès l'âge de 16 ans, il a attaqué une femme, il l'a forcée à lui donner de l'argent. En 1987, il agresse une autre victime et tente de la brûler dans sa voiture après l'avoir violée. Dans les années 90, il vit en Australie, il commet plusieurs agressions sexuelles et est renvoyé chez lui sans être inscrit sur un registre des délinquants. Cette omission, dénoncée plus tard par la mère de Sally, cet oubli, soi-disant, a permis à Mark Dixie de revenir au Royaume-Uni et d'échapper à toute surveillance comme si de rien n'était. En 2002, il continue. Il viole une femme sur un escalier. Il la frappe avec un fusil à aiguiser. Il a même été accusé d'avoir attaqué et blessé des femmes en Espagne lors d'un séjour avec une compagne. Dans la nuit du 24 au 25 septembre 2005, Mark Dixie, qui fêtait son 35e anniversaire, avait passé la soirée à boire et à consommer de la drogue avec des amis au pub qui s'appelle le Windsor Castle. Il retourne dans la maison louée avec ses amis sur Avondale Road. Il est laissé seul sur un canapé, puis plus tard, dans la nuit, il sort, probablement encore sous l'effet de l'alcool et de la drogue. Selon les enquêteurs, il erre dans Croydon. Il repère la dispute entre Sally et Lewis dans la voiture, pas très loin, à proximité de la maison de Sally. Il observe la scène. Et puis, une fois que Sally est laissée seule, il revient l'attaquer. Le 4 février 2008, Mark Dixie comparaît devant le tribunal d'Old Bailey. Il est accusé du meurtre et du viol de Sally Ann Bowman. C'est un procès qui est très médiatisé. Il maintient qu'il a simplement trouvé le corps et qu'il a, je cite, couché avec la victime en pensant qu'elle était simplement inconsciente. Il affirme n'avoir réalisé qu'elle était morte qu'après l'avoir mordue. Les avocats de la famille décrivent Mark Dixie comme un vagabond manipulateur. Et le dossier est solide, l'ADN est accablant. Les témoins qui racontent qu'il a volé de la poussière de ciment pour effacer ses traces, des victimes antérieures qui témoignent de ses violences sexuelles répétées. Les jurés rendent un verdict unanime de culpabilité le 22 février 2008, 3 ans après l'affaire. Le juge Gerald Gordon prononce une peine de réclusion à perpétuité avec une période de sûreté de 34 ans, ce qui signifie que Mark Dixie ne sera pas admissible à une libération conditionnelle avant au moins 2040. Il s'agit d'un des minimums de sûreté les plus longs jamais imposés pour un meurtre au Royaume-Uni. L'affaire Anne-Sally Bowman a relancé le débat sur l'instauration d'un registre national d'ADN. L'inspecteur qui s'est chargé de l'affaire affirme que si une telle base avait existé à ce moment-là, l'auteur aurait été identifié en 24 heures au lieu de 9 mois. Linda Bowman, la mère de Sally, rejoint cette campagne. Évidemment, elle est convaincue qu'un fichier ADN obligatoire pourrait sauver d'autres vies. Le gouvernement rejette cette idée en invoquant des questions de liberté civile. Mais le débat persiste. Après la condamnation de Mark Dixie,
la famille tente de reprendre le cours de sa vie. Le 11 septembre 2008, jour où Sally aurait eu 21 ans, il y a une cérémonie commémorative qui a lieu dans le centre de Croydon. Des ballons sont lâchés en son honneur. La famille visite la tombe de leur fille chaque année pour son anniversaire. Mais en 2017, 12 ans après le meurtre, la tombe de Sally est profanée. Elle est profanée à 4 reprises en 6 mois. Des inconnus jettent des déchets, endommagent la pierre tombale. Exaspérée et meurtrie, Linda obtient l'autorisation de retirer les cendres de sa fille pour les mettre en sécurité chez elle. Elle indique ne pas vouloir dévoiler l'endroit où repose désormais sa fille, afin d'éviter de nouvelles profanations. En 2015, alors qu'il purge déjà sa peine, Mark Dixie finit par admettre officiellement avoir tué Sally. L'enquête a également progressé pendant ce temps-là, et c'est là qu'on apprend tous les autres crimes dont il est l'auteur. En 87, il a tenté d'incendier une voiture avec sa victime dedans. En 98, en Australie, il a agressé une étudiante thaïlandaise en la menaçant d'un couteau. En 2002, il a violé et battu une femme sur des escaliers. C'est comme ça qu'en 2017, donc, Mark Dixie est condamné à 2 peines de prison à perpétuité supplémentaires pour ses agressions. Les proches de Sally dénoncent l'inaction des autorités australiennes qui n'ont pas mis Mark Dixie sur un registre des délinquants sexuels après l'avoir expulsé, ce qui aurait pu empêcher sa migration et peut-être pu sauver Sally. Comparée à d'autres affaires de crime en Angleterre, celle de Sally Ann Bowman se distingue par son absurdité. La jeune femme a été tuée à quelques pas de sa porte d'entrée, après une soirée ordinaire dans un quartier résidentiel où des voisins entendaient ses cris. La lenteur de l'enquête, due à l'absence de registre national d'ADN et au fait que l'agresseur était un récidiviste jamais fiché, pose des questions fondamentales sur les moyens de prévention et la coopération internationale. L'histoire de cette jeune femme nous rappelle l'importance de se battre pour la vérité, de ne pas laisser tomber les victimes et de continuer à réclamer des mesures de prévention efficaces. Le combat de la famille Bowman, qui réclame toujours une justice complète et la sécurité pour les autres, est un appel évidemment à la solidarité. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. 2 histoires différentes, vous l'avez compris. 2 sorts, j'ai envie de dire identiques finalement, parce que dans cette première histoire, la police ne croit pas en une disparition volontaire et je ne crois pas en une disparition volontaire. Je pense que malheureusement Lisa n'est plus de ce monde, a très certainement été tuée lors de cette soirée, mais où se trouve-t-elle ? Eh bien, peut-être que si un jour on a des mises à jour sur cette affaire, vous savez que je vous tiens au courant s'il y a du nouveau. N'hésitez pas en tout cas à laisser vos avis en commentaire et on se retrouve la semaine prochaine. Je vous lâche pas, même pendant l'été, pour une autre vidéo. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut!